après avoir traversé le détroit du Bosphore. Depuis Istanbul, il y a 600 km pour atteindre Yalta. Yalta, la station balnéaire la plus prestigieuse de la côte méridionale de Crimée, est souvent comparée, non sans raison, à la côte d'Azur. Abritée des vents froids du nord par les montagnes de Crimée, Yalta possède, elle aussi, un climat doux de type méditerranéen. Le cadre est grandiose et la côte très découpée présente une végétation luxuriante, lauriers roses, cèdres, cyprès, acacias. De la ville aux élégantes demeures blanches à colonnades qu'on découvre un peu partout émanent des hôtels particuliers qui appartiennent maintenant à l'État et qui servent d'hôtels ou de maisons de repos constituées au XIXe siècle des résidences d'hiver ou d'été d'une aristocratie qui cherchait à implanter ici une réplique de Nice ou Cannes. De nos jours, on compte pas moins de 80 établissements de cure, de repos, et la région attirait, bon an mal an, plus d'1 million de touristes et curistes. Si les premiers ont pour simple objectif de se détendre ou de se baigner en jouissant d'un cadre remarquable et d'un climat privilégié, les seconds se pressent pour suivre des cures diverses. En 1917, le yacht impérial, le Standard, débarquait à Yalta. Voici en quelques mots l'histoire de la Crimée jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. La configuration géographique du pays a favorisé l'émigration de Goths, Huns, Moldaves, Kazakhs ou Russes. La population autochtone, les Tatars, en ont souffert. Alliés de l'Empire ottoman, ils vont tomber sous la domination russe avec Catherine II, être persécutés et déportés au profit de ces populations immigrées, allemandes, moldaves, arméniennes. Les tsars et l'aristocratie russe envahissent le pays avec leur résidence d'été. La guerre de Crimée russo-ottomane de 1768 à 1774 ruina le pays. Celle de 1853 entre Russes d'un côté, Ottomans et région de Crimée de l'autre compléta le désastre. Ce fut une nouvelle atteinte pour les populations tatares. Après la Deuxième Guerre mondiale, ces mêmes Tatars subissent une nouvelle extermination sous prétexte qu'ils furent pro-allemands pendant la Deuxième Guerre. Sous la présidence de Nikita Khrouchtchev, la Crimée est donnée à l'Ukraine. Comme vous pouvez le constater, les dollars et les euros sont accueillis en fanfare. Je dois dire qu'il m'est particulièrement agréable de vous accompagner parce que j'aime beaucoup ma ville. Je suis née à Yalta, donc je suis très fière de ma région et j'essaierai de vous montrer ce qu'il y a de plus intéressant à voir. Notamment, nous allons commencer notre visite par le palais d'Aloupka. Aloupka, c'est le nom du lieu et ce palais a appartenu au XIXe siècle au général-gouverneur de la Crimée qui s'appelait le comte Vorontsov. Là, vous allez visiter ce palais qui a une architecture unique dans son genre, avec tout ce qui s'est conservé de beau dans le palais. Ensuite, nous allons voir le nid d'hirondelle. C'est un petit château perché sur le rocher, très pittoresque. Là, vous pourrez faire la photo si vous aimez le château. Et ensuite, nous allons terminer la visite par le palais de Livadia, ancienne résidence d'été de Nicolas II et qui est entrée dans l'histoire comme lieu de la conférence de Yalta où se sont rencontrés Staline, Churchill et Roosevelt en février 1945. Mais on appelle la côte sud de la Crimée la ligne étroite qui
commence près de la mer et va jusqu'au pied des montagnes. Parfois c'est 3-5 km, parfois c'est plus. Le moyen de transport le plus populaire, c'est le trolley. Vous en voyez un qui arrive devant nous. Le trolley fait le circuit du centre-ville et aussi il y a une ligne de trolley qui est longue de presque 80 km qui mène au centre de la péninsule jusqu'à la ville principale de la Crimée qui s'appelle Simferopol, la capitale de la Crimée. En 1954, notre dirigeant de l'époque, Nikita Khrouchtchev, a décidé de donner la Crimée en cadeau à sa république bien-aimée, l'Ukraine, parce que lui, il était originaire de l'Ukraine. Et quand l'Ukraine fêtait le 300e anniversaire de sa réunification à la Russie, Khrouchtchev a signé un ordre d'après lequel la Crimée devenait ukrainienne. En été, la température moyenne du mois le plus chaud, le mois d'août, 24 degrés, mais parfois elle monte jusqu'à 35. Le palais à Loubka, plus à l'ouest, au bas des pentes splendides de l'Aï-Petri, 1110 mètres d'altitude, représente un éclatant exemple de l'architecture russe du début du XIXe siècle. Ce palais appartint jadis au redoutable comte Vorontsov, gouverneur d'Odessa. Entre 1828 et 1848, Vorontsov chargea son architecte anglais Edward Blore d'imaginer une résidence à deux visages. La façade nord offre un aspect sévère de type Tudor médiéval, tandis que celle du sud, faisant face à la mer, est fort gracieuse de type mauresque, rappelant l'Alhambra de Grenade. Le comte Semyonovitch Vorontsov s'est illustré en particulier en tant que prince et maréchal au cours des guerres napoléoniennes en menant la conquête russe du Caucase de 1844 à 1853. Il servit comme gouverneur général de la Nouvelle-Russie, soit Ukraine et Crimée. Toujours surpris de pénétrer de ce vestibule sombre et austère dans cette pièce inondée de soleil, de lumière, avec ses murs bleus. C'est le salon bleu qui servait à l'époque de salle de théâtre. Ce palais fut transformé en musée en 1921, mais saccagé par les Allemands entre 1941 et 1944. Il servit de demeure à Winston Churchill pendant la conférence de Yalta et de décor pour de nombreux films soviétiques et russes. La salle à manger d'apparat. Et c'est la première partie du palais qui a été construite. Vous avez vu ça sur les gravures. La superficie de cette salle est 150 mètres carrés et la hauteur jusqu'au plafond 8 mètres. Mais la salle ne semble pas énorme grâce aux proportions très bien choisies et la profusion du bois dans le décor. Voyez cette forme originale des plafonds. Ce petit balcon sur lequel se mettaient les musiciens serfs du comte Vorontsov, comme je vous ai dit, ils n'avaient pas le droit de passer par les pièces où il y avait les maîtres, donc ils passaient par le petit pont. Vous voyez le même billard qui existait à l'époque de Vorontsov, qui a été restauré, on a trouvé tout endommagé dans le dépôt d'un établissement de cure et grâce à la plaque qu'il y avait en bas, on a su que c'était le billard du palais. Nord, vous avez deux styles anglais et ici du côté sud, cette niche et c'est le style mauresque. Et vous voyez l'inscription en arabe répétée 6 fois, il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah. Ça surprend toujours les visiteurs, ils disent quoi, ils étaient musulmans, les Vorontsov non pas du tout. L'entrée est gardée par 2 lions, comme c'était la tradition dans les palais des aristocrates. Mais ici, on a toute une composition qui s'appelle le réveil du lion. Nous allons descendre les marches et vous verrez le lion qui dort, l'autre qui ouvre les yeux, le troisième qui se relève et ces deux-là, ils rugissent en gardant le palais. Ce palais fut construit par l'architecte anglais Edward Blore dans un mélange extravagant de style néo-gothique écossais et néo-mauresque
entre 1828 et 1846. À moins de 10 km du centre, à l'ouest, le nid d'Hirondelle, au cap Aïtodor, est une espèce de château moyenâgeux de conte de fées bâti en 1911, perché sur la falaise dominant la mer. On a de là-haut une vue magnifique sur la baie de Yalta. C'est aujourd'hui un restaurant italien. Nicolas II, tsar de toutes les Russies, surnommé Nicolas le Pacifique pendant son règne, ou Nicolas le Sanguinaire par les bolcheviks, fut le dernier des Romanov à accéder au trône. À la révolution de 1917, tous les biens sont confisqués, le palais est pillé et devient une maison de repos pour les commissaires politiques et leurs familles. Puis, en 1945, c'est là que se tint la conférence de Yalta. Livadia. Le plus grand ensemble est celui du Palais Blanc, de style début de la Renaissance florentine. À la conférence, il n'y a pas de représentant français. On a Churchill pour la Grande-Bretagne, souriant, plutôt content de lui. Roosevelt, déjà malade, perdu dans ses pensées, ne voyant que le projet de l'ONU et étant prêt à accorder bien des concessions à l'URSS. Quant à Staline, il paraît également songeur, mais en fait, il déroule dans sa tête toute sa stratégie future. Nicolas II, cette salle était son cabinet de travail d'apparat. C'est ici qu'il recevait les visiteurs. Et au moment de la conférence, c'était le cabinet de travail du président Roosevelt. On dit que le décor de cette salle rappelle un peu une des salles du palais des Doges en miniature. Et ce qui lui donne cette ressemblance, c'est surtout cette lustre qui provient de l'île Muramon. Dans cette salle, et il y avait aussi la rencontre des ministres des Affaires étrangères au palais d'Aruka. La conférence a traité deux types de questions. Du côté, la première séance qui a eu lieu le 4 février a été consacrée donc aux questions militaires. Du côté des Alliés, c'était le général Marshall, chef d'état-major américain, qui a exposé la situation sur le front occidental. Et du côté russe, le général Antonov, chef d'état-major adjoint soviétique, a parlé de la situation au front oriental. Et ici, il n'y avait pas de divergence entre les Alliés. Ils étaient tous d'accord qu'il fallait en finir avec la guerre au plus vite possible. Ici, à la conférence de Yalta, ils ont fixé les dates et les lieux de nouveaux coups qu'ils allaient porter à l'Allemagne en vue de sa défaite et de sa capitulation inconditionnelle. En même temps, donc, les séances suivantes étaient consacrées aux questions de l'organisation du monde d'après-guerre. Tout d'abord, on a discuté l'attitude à prendre envers l'Allemagne après sa capitulation inconditionnelle. À la conférence de Yalta, on a décidé qu'après la défaite de l'Allemagne, elle serait partagée en zones d'occupation. Et chaque pays vainqueur assumerait sa zone d'occupation. À la proposition de Staline, la France, qui n'était pas présente à la conférence, a été inclue parmi les pays vainqueurs. Et donc, elle avait droit aussi à une zone d'occupation. Qu'avant le commencement de cette conférence, pour qu'elle reste secrète, Churchill a proposé de la coder et de lui donner le nom de l'opération Argonaute. Et la toison d'or que les Alliés recherchaient, c'était l'aide de l'Union soviétique dans leur future guerre contre le Japon. Staline avait déjà en principe consenti à donner cette aide pendant la rencontre à Téhéran. Et ici à Yalta, il a confirmé sa parole à Roosevelt en posant certaines conditions qui ont été adoptées par le président américain. Les conditions principales étaient la restitution à l'Union soviétique des îles Kouriles qui étaient annexées par le Japon en 1904 et de lui remettre la partie sud de l'île Sakhaline. Et voilà, tout le monde est content, c'était une belle journée.
On a pu rafraîchir ses notions d'histoire, mais celle-ci n'est jamais terminée. Poutine n'a jamais digéré le cadeau de Khrouchtchev, soit le don de la Crimée à l'Ukraine, encore à l'époque au sein de l'Union soviétique. Indépendante, cette Ukraine tenta un rapprochement vers le bloc de l'Ouest et dut subir le blocus russe pour le gaz, ce qui contribua à affaiblir son économie. La Russie favorisa l'agitation intérieure de l'Ukraine grâce à sa population russophone et finit par prendre pied militairement en Crimée sans que l'Occident ne s'y opposât vraiment. Juste retour des choses, selon certains, qui avancent que cette région était russe jusqu'en 1992 et que sa population a massivement voté pour ce rattachement. D'ailleurs, Sébastopol était déjà sous emprise russe. Et demain, alors ?